mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est davantage une histoire, en fait, de notre relation à Olivier et moi. Et Oui. on va se séparer ça presque moitié-moitié, je dirais. On va essayer. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Olivier va vous présenter notre belle famille. Ensuite, moi, je vais vous présenter certains éléments de notre relation à Olivier et moi. Ensuite, Olivier va nous présenter les différents moyens mis en place pour garder le contact malgré la distance qui nous sépare maintenant depuis 1 an, presque 1 an en fait. Et ensuite, on va vous présenter les défis qu'on a rencontrés durant notre enfance et les forces de notre relation actuelle. Est-ce que tu es prêt? Oui, tu es prêt, Anne-Marie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une famille de 4, papa, maman, Olivier et moi, et que nous sommes une famille, comment je pourrais dire, qui sommes tissés très, très, très serrés. Alors, Olivier. Ça, c'est Diane Amel. Oui, c'est qui Diane Amel? C'est ma mère. C'est ta mère. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? De vitrail. Diane Amel, elle fait du? C'est vitrail. Elle fait du vitrail. Oui. Lui, c'est qui? Mon papa d'amour, papa Michel Desmarais. C'est ton papa d'amour, Michel Desmarais. Oui, il travaille hors série. Il travaille chez Hors Série. C'est quoi Hors Série? Pailler porte. C'est un magasin où on vend des? On vend pailler porte. Des poignées de porte. Et qu'est-ce qu'il fait, papa, chez Hors Série? Il vend pailler porte. Il vend les poignées de porte? Tu m'avais dit d'autres choses l'autre fois. Tu te souviens pas? Non. Correct. Lui, c'est qui? Olivier. C'est Olivier? Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je travaille chez Canac. Tu travailles chez Canac. Qu'est-ce que tu fais chez Canac? De des douches. Tu nettoies les douches. Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? De les pailler. Tu fais les paniers. Oui. Ça veut dire que tu vas les chercher dehors. Oui. Tu les ramènes En dedans. en dedans. Est-ce que tu fais autre chose? Oui. Quoi? De les Tu m'as dit que tu lavais les étagères de quelle couleur? Les étagères verte. Oui, good. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Canac, Olivier? 6 ans. Ça va faire 10 ans. Oui. Tu travailles combien de jours semaine? 4 semaines. 4 jours semaine. Elle, c'est qui? Marie-Hélène préférée d'amour. Marie-Hélène, préférée d'amour? Oui. Je vais être sûre que tout le monde l'entende, celui-là. Puis qu'est-ce qu'elle fait, elle? De Winnipeg. Elle est à Winnipeg. Puis qu'est-ce qu'elle fait là, à Winnipeg? De travail de visiter. Elle travaille à l'université. Exactement. Alors, Olivier et moi, on a une relation, comme vous pouvez sans doute commencer à vous en rendre compte, on a une relation qui est très près. Depuis notre enfance, en fait, on s'est toujours bien entendu. Vous verrez qu'il y a eu un petit moment dans notre vie où c'était moins vrai, et je vous raconterai un peu pourquoi. Mais règle générale, on s'est toujours entendu très bien. On a une vraie relation de frère-sœur, c'est-à-dire que parfois le petit frère, il me tombe sur la tomate un peu. Oui. Et la grande sœur, elle l'énerve aussi parfois. Hein? Oui. Oui, hein? C'est ça. Donc, on a une vraie relation de frère-sœur. C'est pas toujours tout rose, mais règle générale, ça va bien. On a une relation de protection, c'est-à-dire autant lui que moi, on se protège quand on sent qu'un ou l'autre a un vécu un peu plus difficile. Dans mon cas, ça remonte à loin, au sens où dans la cour d'école, ou dans le quartier avec les enfants, les autres enfants, quand je voyais que mon frère était en difficulté ou quelqu'un riait de lui, je n'hésitais pas à le protéger. Et c'est la même chose pour mon frère. Oui. On a un père qui est très passionné et qui parle fort, pas nécessairement, en fait, pas parce qu'il est fâché. Dès qu'il y a un sujet qui le passionne,
il hausse la voix comme par émotion, par empressement. Oui. Et mon frère, dès que mon père fait ça, il vient toujours vérifier, est-ce que papa est fâché, là, contre toi? Puis là, on dit non, et là, il s'en retourne, il fait ses choses. Mais il va toujours quand même venir vérifier si j'ai pas besoin d'un peu d'appui. Oh, t'es patient. Ou si j'ai besoin d'un peu plus de patience, exact. D'accord. On a aussi une relation de confiance, c'est-à-dire que Olivier, quand il y a un problème, quand il va vivre un problème, il va souvent faire appel à moi, soit pour se confier, soit pour demander des trucs. Oui, c'est des trucs. Soit, en fait, oui, c'est ça, donc tout simplement pour se confier. Et moi, je vais avoir la même genre de relation avec lui au sens où, tout jeune, j'ai vite compris que c'était la meilleure personne à confier un secret. Il ne pouvait pas le dire à personne. Des fois, il ne s'en souvient pas. Donc, c'est la personne la plus confidente qu'on ne peut pas avoir. Donc, on a, oui, cette relation-là aussi. Et comme vous pouvez voir, on a une relation de complicité. On va souvent faire des mauvais coups à nos parents ensemble. Quand je vivais à Trois-Rivières, mon frère venait passer du temps chez moi à la maison et on faisait toutes sortes d'activités qu'Olivier va vous parler un petit peu plus tard. Oui. J'ai rien oublié? Non, non, basket. On continue. OK. Alors, Olivier, tu vas nous parler parce que depuis maintenant un an, j'ai eu un poste à l'Université de Saint-Boniface. Parle pas en même temps que moi, par exemple. D'accord, chérie. Donc, à l'Université de Saint-Boniface, j'ai eu un poste là-bas et je suis déménagée au Manitoba. Et Olivier vit encore à Québec. Au Lac-Sergent. Oui, au Lac-Sergent, pardon. Et donc, Olivier va nous parler de les moyens qu'on a mis en place pour pouvoir garder notre contact malgré la distance qui nous sépare maintenant. Alors, Olivier, c'est quoi le premier moyen? Le téléphone, le texto. Le téléphone cellulaire, et tu m'envoies des textos. Oui. Et tu m'envoies des petits bonhommes, hein? Oui, Marilyn. Good. Et tu m'appelles quand? À quelle heure? À 4 heures. Et il m'appelle tous les jours entre 3 et 16 heures. Ensuite, on utilise... La tablette de Bristol. On utilise la tablette avec FaceTime. Et parfois, hein, quand tu t'ennuies, on soupe ensemble. Oui, Marilyn. On soupe ensemble par FaceTime. Oui. Ensuite, on utilise... La date passe trop vite. Il dit que la date passe trop vite. Donc, on utilise effectivement le calendrier et on compte, hein, Olivier, le nombre de dodos? Oui, pour te les payer. Le nombre de dodos, soit avant Winnipeg ou avant que moi je revienne au Québec. Et finalement... l'avion. Et finalement, on a commencé à prendre l'avion. Est-ce que tu te souviens quand tu es venu me voir à Winnipeg? Ça, c'est une question difficile, hein? Oui. C'était au mois d'avril. D'avril. Puis, tu avais pris l'avion pour la première fois. Oui, avec chérie Diane Amour. Avec ta mère Diane. Puis, est-ce que tu as aimé prendre l'avion? Oui, Marilyn. Oui? Parfait. Donc, les défis qu'on a rencontrés durant notre enfance, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais une enfant un peu malade à cette époque-là. Donc, j'avais des allers-retours parfois à faire à l'hôpital. J'avais rien de grave ou de majeur, là, mais j'avais certains ennuis de santé qui faisaient que j'ai manqué beaucoup de journées d'école. Donc, dans ma salle de classe, je n'étais pas nécessairement la petite élève avec le réseau social le plus étendu. Ensuite, l'autre élément de contexte que j'aimerais vous partager, c'est que ça n'a pas l'air de ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, Olivier était, en fait, il l'est toujours, là, mais je veux dire, en plus d'avoir une trisomie 21, il a une hyperactivité. Et à cette époque-là, l'hyperactivité n'était pas contrôlée et l'impulsivité était impressionnamment élevée, si je peux le dire comme ça. Donc, c'était un enfant qui déménageait, qui bougeait, qui nécessitait énormément d'attention. Et on est dans un contexte québécois qui, à cette époque, il y a plus de 25 ans, était loin d'être inclusif. Donc, Olivier était un des premiers enfants avec une différence intégrée dans sa commission scolaire, intégrée dans une école régulière. Donc, on avait un contexte, somme toute, qui pouvait amener à des situations difficiles. Et c'est comme ça, malheureusement, que ça s'est passé. Donc, à l'entrée à l'école primaire, Olivier rentrait à la maternelle alors que moi, j'étais en 3e année. Et nos classes étaient une en face de l'autre.
Et malheureusement, l'enseignante d'Olivier n'avait pas du tout la formation requise pour accueillir un enfant comme lui. L'éducatrice qui était dans la salle de classe n'avait pas non plus la formation requise pour accueillir un enfant comme Olivier. On a passé énormément d'éducatrices cette année-là, peut-être autour de 4. L'enseignante est aussi partie en congé de maladie parce qu'il n'y avait pas de service, il ne savait pas quoi faire. Il n'était pas nécessairement mal intentionné, mais il ne savait juste pas quoi faire. Alors, ce qui se passait, c'est qu'Olivier se sauvait et venait dans ma classe pour chercher de l'aide. Et parfois, ce n'était pas Olivier qui venait dans ma classe, c'était l'éducatrice elle-même qui venait me chercher pour me dire « Hey, ton frère, là, je ne sais pas quoi faire, viens le gérer. » Alors, vous pouvez vous imaginer que je n'étais pas l'enfant préféré de la salle de classe, et clairement, lui non plus. Donc, on a été victime probablement de certaines exclusions. Dans le quartier, en fait, où on résidait, c'était un petit peu la même chose. Comme Olivier déplaçait énormément d'air, quand il sortait dehors, bien, les parents du quartier rentraient leurs enfants. Fait qu'Olivier sortait, le quartier se vidait. Et donc, là, le petit frère que je trouvais cute, puis gentil, bien là, je commençais à le trouver un peu moins le fun. Et je commençais à l'exprimer. Le temps en famille, ça se passait beaucoup mieux qu'à l'école ou dans le quartier, mais sans vouloir faire de reproches à mes parents aucunement, ils demandaient plus d'attention que moi. Donc, c'était parfois moi d'être plus grande, plus vite. C'était à moi de, bien, Marie, ça, toi, tu es capable de jouer toute seule, donc joue un peu toute seule, là, on va faire ci avec ton frère. Donc, ce que je comprenais, mais parfois, le petit frère, c'était comme un élément de plus, là, où je me disais, ouais, là, il est cute, là, mais là, il prend beaucoup de place. Et c'était la même chose avec les gardiennes. Il n'y a pas une garderie scolaire qui acceptait Olivier, donc mes parents ont dû engager une gardienne qui venait à la maison pour nous accueillir après l'école, et toute son attention devait se concentrer sur Olivier, ce que je comprends très bien et que je comprends encore plus aujourd'hui. Mais tout ça a amené à une situation où, à un moment donné, je disais des choses à mes parents comme « je l'haïs, je l'aime pas ». Je disais à ma mère, puis elle va sûrement rire parce qu'elle est dans la salle, je lui disais « tu l'aimes plus que moi ». Oui, c'est ça, tu l'aimes plus que moi. Donc, je disais des choses comme ça. Et là, mes parents se sont rendus compte que là, j'avais peut-être un problème à accepter mon frère. Et ils m'ont référé à un service qui s'appelait la fratrie, où en fait, j'ai pu rencontrer et avoir des discussions avec des frères et des sœurs d'enfants trisomiques comme moi. Et ça a vraiment changé ma vie et ça a vraiment changé notre relation à lui et moi, parce que ça m'a amené à comprendre c'était quoi ses besoins et c'était quoi mon rôle, moi comme grande sœur, et comment trouver mon équilibre dans tout ça. Un petit fait cocasse, c'est que j'ai eu ces rencontres-là, je devais peut-être avoir 8 ou 10 ans, et c'est quand j'ai fait mon bac en psychologie à l'Université Laval où j'ai eu un cours sur la thérapie de groupe pour enfants. Et là, j'étais assise dans le cours en train de prendre des notes sur la thérapie de groupe pour enfants et j'ai fait « Hey, c'était mes rencontres, ça! » Et c'est là que j'ai réalisé qu'au fond, ces rencontres-là, ce n'était qu'une thérapie de groupe. Des années plus tard. Mais ça a marché. Les forces de notre relation actuelle... Là, c'est là où elle parle, Marie. Oui, ça va être là que tu vas parler. Effectivement, j'ai parlé beaucoup. D'accord. Donc, les forces de notre relation actuelle, on s'entend très bien. On a trouvé notre équilibre. J'ai toujours inclus mon frère dans les réseaux où je suis, c'est-à-dire que quand j'habitais à Trois-Rivières et que mon frère venait, si j'avais des activités de prévues avec mes amis, bien, tout le monde savait que si Oli était là, bien, Oli était là, puis il suivait, puis on ne changeait pas notre programme. Donc, si j'allais souper chez des amis, il venait. Si on avait un spectacle de prévenu, il venait. Et donc, ça nous amène à faire toutes sortes d'activités ensemble. Oli, qu'est-ce qu'on fait ensemble et que tu aimes beaucoup? De Pêche dans les jeunes. Aller voir des spectacles de musique comme le groupe Bears of Legend. Les billets. Que tu as eu des billets. Les billets, Pêche dans les jeunes. Oui. Est-ce qu'on a vu d'autres groupes? Oui. Quoi? Les Cowboys fringants. On est allé voir les Cowboys fringants. La Voix. La Voix. Les Trois accords. Les Trois accords. Est-ce qu'on a vu des spectacles d'humour aussi? Oui. Les humoristes, c'est Sommeil Parent. Jean-Marc Parent. Oui, je sais what. On a vu Louis-José Hood.
Qui on a vu d'autres? Laurent Paquin, à famille. On a vu Laurent Paquin, avec la famille cette fois-là, tu as bien raison. Puis, quelles autres activités qu'on faisait quand tu venais à Trois-Rivières? Ça regarde, ça en est mort. On allait au cinéma. On fait quoi d'autre ensemble? Écoute, avec popcorn. On mange du popcorn. Quoi d'autre? Puis de sous liqueur. On boit de la liqueur. Parce qu'en plus du micro et de la scène, ça prend aussi de la liqueur. C'est dans les ingrédients essentiels. Est-ce qu'on fait autre chose que tu aimes bien? Oui. Quoi? De T'as oublié? oui. Correct. Alors voilà, c'était notre présentation. On vous remercie et si vous avez des questions, ça nous fera plaisir. Intérieur. Bravo, monsieur. Oui. Ah, Marie. Attends, on va prêter ton micro pour les questions. Donc, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? Monsieur Soucy. Tes conseils aux jeunes parents aujourd'hui pour comment, quand ils gèrent leur famille, quand ils élèvent leurs enfants, puis un enfant qui a une différence, c'est quoi que tu dirais aux parents? Première chose que tu dirais pour eux aider? Dans la relation avec les frères et les sœurs? Bien, en fait, je vais parler, moi, ce qui m'a aidé, ce qui a été marquant pour moi, c'est de réaliser que j'avais un rôle à jouer et que j'étais partie intégrante de cette famille-là. Mes parents m'ont toujours intégrée dans certaines prises de décision par rapport à Ali. Mes parents m'ont... tu sais, oui, ils me disaient, ça, tu es capable de faire ça toute seule. Toi, Marie-Hélène, je dois aider ton frère, mais peut-être que tu pourrais l'aider avec moi en faisant ceci. Fait que je n'étais pas nécessairement complètement écartée. Ils me donnaient un rôle. Et ça, je pense que ça m'a aidé aussi à... Là, aujourd'hui, on fait encore des blagues avec ma mère, là, à l'occasion. Tu sais, si je veux la faire choquer, je vais lui dire qu'elle aime plus mon frère que moi. Mais ça m'a aidé à ne pas me sentir comme ça pour vrai. Alors, je pense que ce serait peut-être ça. De donner un rôle et d'impliquer... même si on sait que cet enfant-là prend plus de place que les autres, c'est normal, les besoins sont plus grands. Bonjour Marie-Hélène, bravo Bonjour. pour la présentation. Moi, j'aimerais savoir, tu as étudié la psychologie, c'est ça que je comprends? Moi, mes deux fils ne sont pas capables du tout de parler de leur sœur ou... sont vraiment pas... Même j'en parle avec beaucoup d'émotion. Excusez-moi. Prenez votre temps. Ce serait quoi le conseil que vous direz? Est-ce que je dois les pousser ou les... Ce serait quoi la meilleure chose à faire avec eux? Je dirais, je ne peux pas récupérer le temps. Je ne peux pas non plus les pousser ou les pousser, mais si vous étiez à ma place, vous ferez quoi avec eux? C'est vraiment une question qui est difficile à répondre parce que, tu sais, j'ai pas d'informations sur votre contexte familial, j'ai pas d'informations. On a des très bons contacts en passant. Sur ce qui a construit une relation, mais c'est certain qu'Olivier et moi, c'est une relation qui s'est construite depuis notre tout jeune âge. Mais j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qu'on doit forcer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en passant du temps ensemble, peut se construire. Et je pense que pour Olivier puis moi, cette relation-là, c'est d'abord construit dans une relation à 4, où là, parfois, on est devenus des alliés dans certaines situations et que c'est comme ça que notre complicité à nous deux s'est construite. Donc, je ne sais pas si cette réponse-là peut vous aider, mais
c'est comme ça que nous, ça s'est fait, tout simplement. Merci. C'est une belle présentation. Maintenant, Marie-Hélène, tu es rendue dans le secteur scolaire. Hein? Donc, tu es loin de la petite fille de la salle de classe en face de celle de son frère. Si tu avais, parce que nous, au Nouveau-Brunswick, tout de suite, on entend souvent parler des comment gérer les problèmes de comportement dans une salle de classe. Okay? Donc, il y a des élèves qui nous arrivent avec beaucoup d'émotions, ça bouge beaucoup dans une salle de classe, puis les enseignants et les enseignantes ont parfois de la difficulté à gérer ces défis-là. Si tu avais un conseil ou quelques conseils à donner à cet enseignant-là en face, qui était en face de toi ce temps-là, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Ça aussi, c'est une belle question, Angela. En fait, maintenant, ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tout être humain cherche un équilibre. Et quand un élève ou un enfant ou un adulte produit un comportement que nous, on juge inapproprié, il ne fait pas ça nécessairement pour mal faire. Je ne pense pas que les enfants sont méchants. Je pense que les enfants ont un besoin qu'ils ont de la difficulté à exprimer. Et je pense que la clé, c'est de découvrir quel besoin est mal exprimé, entre guillemets, au moment où on a un comportement qui ne devrait pas se passer dans la salle de classe. Donc, ce que je dirais aux enseignants, c'est d'essayer d'identifier les causes, d'essayer de mieux comprendre les besoins des élèves et juste de s'ouvrir à l'individu qui est en avant d'eux. Et ça, souvent, la réponse va se trouver là. Donc ça, c'est la première chose. Si je me reviens dans le cas plus précis d'Olivier, en déficience intellectuelle, particulièrement dans son cas à lui, il n'y a pas de nuance. C'est noir ou c'est blanc. Donc si c'est non, c'est pas non. C'est non. Avec le visage, avec les yeux, la bouche. Et c'est cool. Et à l'inverse, si c'est oui, c'est pas oui. C'est oui! Et donc, parfois, je trouve que dans les systèmes scolaires, il y a beaucoup de nuances et pour ces enfants-là, c'est difficile. Je ne dis pas qu'il faut imposer une rigidité à toute épreuve, mais je pense que ces enfants-là ont un besoin de consignes beaucoup plus précises pour savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Ah, Marie? Oui. Là, je peux parler des rangements de musique? Non. On en reparlera après la pause quand tu n'auras plus le micro. Ça marche? Tout d'accord. Merci. Ah, je ne peux pas prendre ton micro. D'accord. Aviez-vous d'autres questions? Oh, j'essaie de... Je m'excuse, les gars, là, si je fais de l'interférence. Merci. Bon, vous avez parlé que dans votre parcours avec votre frère, qu'il y a eu des moments assez difficiles, puis vous avez parlé, vous êtes rendu compte par la suite que ça avait été comme une forme de thérapie, en fait, ces espèces de rencontres, en fait, que vous avez vécues. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, réellement? Je pense que la première chose que ça m'a apporté, parce que j'ai très peu de souvenirs de ce qui se passait à l'intérieur de ce groupe-là. Par contre, je sais que je me sentais à l'intérieur de ce groupe-là, c'était comme un lieu où j'étais en sécurité au sens où j'avais le droit de dire exactement ce que je pensais de mon frère. Parce que même jeune enfant, j'étais capable de comprendre qu'il y avait une différence. J'étais capable de comprendre qu'il avait plus de besoins que moi et que ce n'était pas sa faute s'il agissait comme ça. Et il y avait une espèce de forme de culpabilité que de dire, bien, même si je sais que ce n'est pas de ta faute, tu m'énerves quand même et tu prends une place que j'aurais aimé avoir pour moi. Et ça, je savais que c'était des choses que je ne pouvais pas nécessairement dire, alors que dans ce groupe-là, j'avais la liberté de le dire. Et non seulement j'avais la liberté de le dire, mais je n'étais pas la seule à le dire. Et je pense qu'ils sont partis autour de cette idée-là pour ensuite nous montrer comment on peut retrouver notre équilibre à travers cette idée-là et comment on peut trouver notre place, trouver notre rôle et apprendre à apprécier cette différence-là. Et c'est ça qui a été marquant et qui a construit, je pense. Ça m'a comme ouvert les yeux, ça m'a... Ouais.
Une autre question, en fait, c'est parce que ça me fascine un peu cette question de relation. Comment vous réussissez finalement, à travers cette relation, finalement, réserver votre espace, j'allais dire, personnel? Ça, c'est une question que je suis certaine que ma mère est très heureuse qu'elle soit posée. Parce qu'elle me la pose souvent. Moi, je vous dirais que j'y arrive très bien. Au sens, j'y arrive très bien, mais c'est sûr que le frère est toujours pas très loin en arrière-plan. J'ai mon réseau social comme n'importe qui. Je veux dire, j'ai mon travail. Je veux dire, j'ai... Hey! Donc, c'est ça, j'ai mon espace, j'ai mon travail, j'ai mon réseau social. Pendant un bout de temps, je me demandais si je n'allais pas travailler en déficience intellectuelle directement, et c'est là où moi, j'ai mis ma limite. Au sens où je me suis dit, je ne pense pas que je serais une bonne intervenante ou une bonne enseignante en déficience intellectuelle parce que c'est trop près de moi. Je n'aurai pas l'espace qu'il faut pour bien intervenir ou pour pas bien agir, mais pour être 100% professionnelle parce que ça va toujours venir me chercher au niveau émotif. Donc, je suis allée, plutôt, maintenant, je travaille en inclusion scolaire. Là. Donc, j'ai élargi. Comme vous voyez, je ne suis pas restée très loin. Mais je me suis éloignée un petit peu de ça. C'est certain que la première chose, quand on m'a offert le poste à Winnipeg, j'ai eu une discussion avec mes parents. Je leur ai dit, est-ce que mon frère va pouvoir venir me voir? Est-ce qu'on va trouver des moyens pour que, justement, on puisse rester en contact? Puis je pense que ça aurait pu être une des seules choses qui aurait fait que j'accepte pas le poste. Si mes parents m'avaient dit... jusque-là? Je pense que oui. Parce que ça, pour moi, c'était... puis même dans mon appartement, j'ai pas loué un 3,5, j'ai loué un 4,5. Il faut qu'il y ait une chambre pour quand mon frère vient. Il faut qu'il y ait un espace pour lui. Et ça a toujours été clair depuis que je suis partie de la maison familiale. Donc, j'ai mon espace, mais je ne suis pas très loin. Il y a des gens qui se lamentent, il y en a d'autres qui pleurent. Il y en a même de nos jours qui ne croient plus en rien. Ne t'en fais pas pour ça, continue ton chemin. Et quand le cœur t'en dira, tu chanteras ce refrain. Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur.